Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Étranges créatures consacré cette fois-ci aux nifleurs dans les animaux fantastiques. Bien que cette créature était déjà présente dans les livres Harry Potter, que ce soit dans la Coupe de Feu ou dans l'Ordre du Phénix, il aura fallu attendre le premier film des animaux fantastiques pour la voir enfin apparaître à l'écran et qu'elle devienne ainsi réellement connue du grand public. Et malgré le fait qu'il y ait énormément d'autres créatures magiques qui apparaissent dans cette saga, toutes plus intéressantes les unes que les autres, le nifleur semble s'être définitivement imposé comme LA mascotte des animaux fantastiques. Cette petite boule de poil semble être extrêmement appréciée par la plupart des fans et cette vidéo est justement là pour en apprendre un peu plus sur cette espèce si intrigante. On va donc parler des nifleurs en général dans le monde de la magie, mais aussi de leur apparition dans les livres Harry Potter et évidemment de la place du nifleur de Norbert Dragono dans les films Les Animaux Fantastiques et Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Sans oublier de parler de leur conception pour le cinéma, bien entendu. Pour ce premier épisode consacré à une créature des animaux fantastiques, je dois vous avouer que j'ai longtemps hésité entre le nifleur et le Botruk. Mais c'est justement sa place de mascotte de la saga qui a fait que j'ai finalement opté pour le nifleur. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer les créatures que vous aimeriez voir traitées dans un prochain épisode d'Étranges créatures. Et je serais curieux de savoir si le Botruk pourrait lui aussi vous intéresser. Alors avant de commencer, lâchez-vous dans les commentaires. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour un nouvel épisode d'Étranges créatures consacré aux nifleurs dans les animaux fantastiques. Excusez-moi. Le nifleur est un petit animal qu'on trouve essentiellement en Grande-Bretagne, même si certaines sources affirment qu'on en aurait aussi aperçu quelques-uns en Irlande. Ils ont une fourrure noire et bouffante, même si la couleur peut parfois varier, un museau allongé et une poche ventrale sans fond pour placer leur butin. Car la caractéristique principale d'un nifleur, c'est sa prédilection pour tout ce qui brille. En effet, un nifleur est prêt à tout pour obtenir un objet brillant. C'est pour cette raison que les nifleurs ont souvent été utilisés par les gobelins pour creuser la terre à la recherche de trésors. Ils vivent dans des terriers creusés à 5 ou 6 mètres de profondeur ou parfois dans les mines. Ils creusent le sol comme s'ils nageaient, vivent en communauté et se nourrissent principalement de racines, d'insectes et de vers. En fait, ils se nourrissent simplement de tout ce qu'ils peuvent trouver sous terre. On peut aussi noter qu'ils peuvent avoir jusqu'à 8 petits par portée et qu'ils vivent environ 5 ans. Mais cette petite créature délicate, de nature douce et affectueuse, peut se révéler être un véritable danger pour son environnement. Fenestra. Déjà, un nifleur ne devrait jamais être gardé à l'intérieur d'une maison, car il pourrait littéralement détruire tout ce qui l'entoure s'il aperçoit un objet brillant. Les nifleurs peuvent aussi déclencher des écroulements sans le faire exprès, en creusant leur galerie sous le sol dans tous les sens. Mais si le nifleur peut être un véritable danger pour son environnement, il a surtout des prédateurs qui le mettent lui en danger. Tout d'abord, ils doivent se cacher des oiseaux qui n'hésiteront pas à en faire leurs 4 heures si l'occasion se présente. Mais ils doivent surtout se cacher des humains qui les chassent pour leurs trésors et aussi pour leur fourrure. Surtout qu'il est très simple de capturer un nifleur. En effet, il suffit de poser une pièce sur le sol pour qu'un nifleur accourt sans se poser de questions. C'est ainsi que l'espèce a failli disparaître à cause du trafic des nifleurs par les voleurs, car les banques possédaient du poison pour les tuer instantanément en cas d'intrusion. Heureusement, aujourd'hui, les nifleurs sont protégés et vivent essentiellement dans les souterrains de forêts isolés, bien que certains soient encore en captivité. Mais maintenant qu'on en sait un peu plus sur cette petite boule de poil toute mignonne, je pense qu'il est temps de passer à la partie conception pour le cinéma. Lors des précédents épisodes, on a pu voir que les concepteurs avaient créé des maquettes grandeur nature pour l'hippogriffe et pour les sombrales, ou encore des masques en silicone pour les gobelins. On faisait déjà appel aux images de synthèse pour certaines scènes, mais il subsistait tout de même une grande part d'artisanat dans le travail des concepteurs. Pour ce qui est des animaux fantastiques, cependant, absolument toutes les créatures du film ont été exclusivement animées en images de synthèse. Étant donné qu'il s'est passé 15 ans entre la sortie du premier film Harry Potter et celle du premier film des animaux fantastiques, il semble donc normal que les techniques aient considérablement évolué entre-temps. Les acteurs devaient donc jouer devant des animaux inexistants, même si dans certains cas des marionnettes ont pu être utilisées pour simuler la taille et le mouvement. Si certains considèrent que c'est dommage de perdre l'aspect réaliste et brut des maquettes de l'époque, d'autres au contraire sont en admiration face aux prouesses technologiques qui offrent une plus grande liberté dans l'animation des dites créatures. Mais ceci est en fait totalement subjectif et dépend simplement de la sensibilité de chacun.
Quoi qu'il en soit, le monde réel a été une précieuse source d'inspiration pour la conception des animaux fantastiques, et ce dès les premiers dessins préparatoires sur lesquels le museau du nifleur avait la forme d'un bec d'ornithorynque. C'est en consultant des photos des habitats naturels d'animaux bien réels que Christian Manns, le responsable des effets spéciaux, a réalisé que la nature était fabuleuse, avec des animaux de notre propre planète qui se révélaient finalement aussi surprenants que les animaux fantastiques qu'il devait créer. La priorité des concepteurs devenait alors limpide. Il fallait avant tout enraciner les créatures magiques dans le monde animal, et ce afin de leur donner des origines plausibles. C'est donc après un long travail de recherche graphique entre le monde naturel et l'imaginaire que le nifleur a finalement vu le jour sous les traits qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un curieux mélange entre une taupe et un ornithorynque. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour ce qui est de la partie conception, hormis que je trouve le nifleur particulièrement réussi, que ce soit dans son apparence ou dans son attitude. Alors je pense qu'il est temps de revenir au monde de la magie. Tu es content ? C'est à force de lire vos commentaires que j'ai compris que vous étiez nombreux à apprécier la saga Harry Potter sans n'avoir pourtant jamais lu les livres. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de partager avec vous certaines anecdotes à propos des nifleurs qu'on trouve exclusivement dans les livres, afin pourquoi pas de donner envie à certains d'entre vous de s'y plonger par la suite. Il n'est jamais trop tard, par exemple ma mère et mon frère les ont tous lus pour la première fois cette année. Il aura fallu quelques vidéos sur le sujet pour les motiver, mais ça valait le coup. Bref, c'est au cours de la 4e année que Rubeus Hagrid donne un cours de soins aux créatures magiques consacré aux nifleurs. Il confie alors un nifleur à chaque élève, et annonce qu'il offrira une récompense au premier qui trouvera l'or de Farfadet qu'il avait enterré au préalable. Et devinez quoi, c'est Ron Weasley qui sortira vainqueur et qui remportera une tablette de chocolat. Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez. Tu le savais? Juste là. Mais ce n'est pas la seule fois où il est question des nifleurs dans les livres. La même année, Cédric Diggory explique à Harry Potter que Fleur de la Cour pense que la 3e épreuve du tournoi des 3 sorciers est de découvrir un trésor caché dans les souterrains. Suite au cours de Hagrid, Harry pense alors naturellement que ce serait très facile avec l'aide d'un nifleur. Si ça avait été le cas, un petit Accio nifleur aurait en effet suffi à remporter l'épreuve. Accio! Et l'apparition des nifleurs que j'ai préférée dans les livres, c'est lors de la 5e année de Harry quand Fred et George décident de quitter Poudlard qui était devenu un enfer à cause de Dolores Ombrage. Avant de partir, ils confieront un nifleur à Lee Jordan, qu'il fera ensuite léviter jusqu'à la fenêtre du bureau de Dolores Ombrage, où il causera de sacrés dégâts avant de l'attaquer pour tenter de lui dérober ses bagues. Et ça, c'est une anecdote qui devrait normalement vous faire aimer encore plus ces petites boules de poils. Tu sais, George, je me suis toujours dit que notre avenir ne dépendait pas de notre réussite scolaire. Fred, je me suis dit exactement la même chose. Contrairement aux sombrales dont on a parlé dans l'épisode précédent, les nifleurs sont des créatures bien connues de la plupart des sorciers. C'est d'ailleurs la créature qui revient le plus souvent lors des épreuves de bus du cours de soins aux créatures magiques. Les élèves de Poudlard qui souhaitent s'orienter dans cette voie ont donc tout intérêt à bien les connaître. Mais c'est aussi une créature qui pourrait facilement être découverte par des moldus. Si par malheur un objet brillant attire un nifleur au milieu d'une foule de moldus, vous avez intérêt à être sacrément réactif pour le stopper. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé dans un parc d'attractions moldu où un nifleur s'est introduit, attiré par les lumières et les bruits de pièces, et a été aperçu par plusieurs moldus. Le groupe d'intervention du Code du Secret Magique a donc dû intervenir. Comme quoi une toute petite créature plutôt inoffensive peut causer bien des soucis. Bien. Je pense que j'ai suffisamment parlé des nifleurs en général, il est donc temps de s'attarder un peu plus sur le nifleur qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire celui de Norbert Dragono. Dans le premier film des Animaux Fantastiques, il est le tout premier animal fantastique justement que l'on rencontre. On se rend compte assez vite de la relation d'amour vache qu'il existe entre Norbert et son nifleur, en effet il semble y avoir beaucoup d'affection entre les deux, mais d'un côté Norbert empêche le nifleur d'accéder à tous les objets brillants qu'il convoite, et d'un autre côté le nifleur fait bien galérer Norbert au quotidien. Ce qui nous offre d'ailleurs bon nombre des moments les plus drôles du film. Et après de nombreuses péripéties, toutes plus folles les unes que les autres, le nifleur est enfin réinstallé à l'abri dans son environnement artificiel au sein de la valise de Norbert. Si dans le premier film ce nifleur n'avait pas eu un rôle déterminant dans l'intrigue, à part celui de mascotte justement, ce n'est pas le cas dans le deuxième film, Les Crimes de Grindelwald. On découvre d'ailleurs au début de ce deuxième film que le nifleur a eu 3 bébés. On ne les a pas vus longtemps mais je les aime déjà et je suis persuadé qu'ils auront un rôle à jouer par la suite. En tout cas je l'espère car ce serait dommage de les avoir mis là et de ne pas s'en servir.
Mais pour ce qui est de notre boule de poil préféré, l'histoire aurait été bien différente sans lui. En effet, c'est bel et bien ce Niffler qui a finalement subtilisé le pacte de sang de Grindelwald et Dumbledore. Rien que ça. Tous les événements qui suivront, en lien avec le pacte de sang liant les deux sorciers les plus puissants de leur époque, seront donc directement dus à un simple Niffler. Cette petite créature nous prouve ainsi que chaque vie, aussi insignifiante soit-elle, peut jouer un rôle décisif dans une histoire pourtant si vaste. Prendrait-il une tasse de thé? Disons un peu de lait. Et cachez les petites cuillères. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire soit sans débourser le moindre centime, simplement en regardant quelques publicités sur Utip, soit en me faisant un don sur Tipeee. Vous trouverez tous les liens dans la description, idem pour Twitter, Facebook et Instagram. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay.